Interview BO par Benoît Basirico. On va parler de Ange en compagnie du réalisateur Tony Gatliff, de la compositrice Delphine Mantoulet, de l'acteur Arthur H et de Fiona Mombé au violon. Et d'ailleurs on en parlera, mais je crois que vous avez un peu tous participé à la composition également. Alors déjà première question pour Tony, comment s'inscrit ce film dans un désir de cinéma après le précédent Tom Medina? J'ai été chercher dans mes cartons de voyage. Et dans mes cartons de voyage, j'ai retrouvé, pour essayer de respirer, j'ai retrouvé des objets qui sont des vrais trésors. Vraiment des trésors. Que j'ai des musiques et des chants et des sons, et des photos que personne n'a vu, personne n'a entendu encore. Et moi, tout seul, je les avais entendus parce que j'avais des appareils exprès dans plusieurs formats. Et donc, le film est né là, presque, parce que c'est quelque chose que je voulais donner de moi. C'est comme un héritage, mais j'étais pas en train de faire mon testament. C'est comme j'avais envie de donner ce travail que j'ai fait pendant 40 ans, à peu près. Un peu comme un genre de musée. Mais c'est pas du tout dans le but de musée pour venir intriguer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est ça. J'ai pratiquement pas écrit. J'ai écrit mes rêves d'insomnie. J'ai fait une sorte de scénario professionnel pour avoir de l'argent, pour plaire aux lecteurs qui comprennent rien. Mais voilà, je me suis dit comment je vais faire filmer ça. Je n'ai pas une caméra ultra âme. Comme il y a ultrason, il y a la caméra qui tourne dans la nuit, mais la caméra ultra âme, ça n'existe pas encore. Donc, alors je voulais faire comme une caméra d'âme, comment se filmer d'âme. Le personnage principal, c'est Ange, incarné par Arthur H, un musicologue sans attache, vivant dans son van. Et 12 ans après avoir tout quitté, il revient dans les Pyrénées sur les traces de son passé. Ses souvenirs ressurgissent. Donc c'est un film d'errance, un film d'émotion, de réconciliation. Un road movie, mais qui est non pas géographique, mais plutôt un voyage intérieur. La musique dans le film, c'est vraiment une matière. C'est vraiment une matière. Elle est palpable. Elle n'est pas là pour s'émouvoir tout seul comme ça. Voilà, c'est pas laborieux. Et Arthur H, donc pour interpréter Ange, un musicologue, le travail de comédien dans ce film, est-ce que c'était un travail de retenue, non seulement ne pas chanter, très mutique, très peu de paroles, et puis un travail également justement à travers la musique, mais sans l'instrument, notamment je pense à ces scènes de air piano, c'est-à-dire de mimer le piano. Voilà, quel a été ce travail-là d'habiter la musique, mais autrement que ce que vous avez l'habitude de faire, évidemment, en tant que musicien? En fait, c'était extrêmement complémentaire avec le fait d'être musicien. C'est-à-dire que le musicien a de la musique dans la tête, mais il peut la traduire à travers un instrument, il peut l'exprimer et se laisser emporter par elle. Un musicologue, non. La musique reste à l'intérieur de lui. Mais en fait, c'est quasiment aussi fort, c'est quasiment la même chose, c'est-à-dire une espèce d'opération magique, musicale, qu'il a dans tout son corps, dans son cœur, dans son âme. Et on sent que ce personnage, Ange, la musique pour lui, c'est pas un loisir, quoi. C'est un carburant existentiel. Et on sent qu'il a pas vraiment d'affinité avec la société. Ce que la société propose, ça lui convient pas, ça lui parle pas. Il est en contact avec la culture tzigane, gitane, avec ce goût de vivre absolument dans le présent, de pas avoir de calcul par rapport à la vie, juste de la prendre telle qu'elle est, comme ça, de manière brute, immédiate. Donc il a intégré cette philosophie et dans cette manière d'être, la musique est absolument indispensable. On sent que quelque part, s'il n'a pas de musique, il pourrait perdre le goût de vivre, même s'il n'est pas du tout désespéré. Mais c'est la musique qui lui donne vraiment tout le sel et le désir de vivre
et le mouvement, et le plaisir, et aussi la capacité de rencontrer les autres. Sinon, ça resterait qu'un solitaire qui vit tout seul dans son van comme un imbécile. Et là, la musique le relie aux gens, à l'univers, à la nature, à l'énergie, à tout en fait. Donc, évidemment, moi, ça m'a parlé en tant que musicien, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une façon d'écouter la musique qui pouvait être très intense. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup de plaisir pendant le tournage à regarder Tony, parce qu'il filme énormément la musique, donc il y a beaucoup de musique tout le temps. Et quand il la filme, il la ressent avec tout son être aussi, là. Il la ressent profondément. Donc, alors, non seulement je comprenais ça 150%, parce que moi aussi, quand je vais à un concert où j'écoute de la musique, je la ressens. Je ne peux pas m'empêcher de la ressentir avec tout mon corps, c'est vraiment une impossibilité. Je ne peux pas ne pas bouger quand j'écoute de la musique, même si c'est de la musique ambiante, même si c'est de la musique classique. Ça n'a pas forcément besoin d'être du groove. Et voilà. Et du coup, cette attitude-là m'a énormément aidé à peut-être habiter ce personnage, parce que c'est ce qu'il est, quoi. C'est juste quelqu'un qui aime profondément la musique, et ça lui donne tout l'essentiel de son plaisir d'être vivant. Chêne et insecte, devenu fou, sème-toi, au coin de ton œil salé. Et donc vous êtes non seulement l'interprète du personnage, mais aussi l'interprète de certains moments musicaux, notamment des moments musicaux où vous êtes dans une grotte en train d'interpréter obstinément un morceau, obsessionnellement, de manière viscérale, et puis un autre moment où vous faites de la musique avec votre propre corps, en vous tapotant sur le torse. Ces moments musicaux-là, est-ce que c'était une improvisation? Quelle est la part d'improvisation ou d'écriture sur ces moments-là? Alors ce fameux instrument que je joue dans la grotte, c'est un monocorde, et ça c'est un mauvais coup de Tony. C'est un coup quand même de salaud, parce que c'est un très vieil instrument qui est totalement 100% désaccordé, quoi. Il y a rien qui fonctionne, et pourtant c'est un instrument génial. C'est juste une corde avec un archet et un espèce de petit clavier, mais voilà, c'est un instrument qui date de la fin du 19e siècle, qui avait été inventé par deux inventeurs qui voulaient rendre, disons, le jeu du violon accessible à n'importe qui dans les églises pour s'accompagner. Donc je l'ai eu 4 jours avant à l'hôtel. Là, j'ai essayé de trouver, et j'y suis arrivé miraculeusement, alléluia, à trouver un espèce de truc hypnotique en tapant du pied, en entrant juste à l'intérieur du son. Parce qu'encore une fois, Ange n'est pas musicien, il n'a pas de technique musicale. Par contre, il comprend la musique. Or, quand on comprend la musique, finalement, on peut jouer de n'importe quoi. Sauf d'un instrument. Évidemment que si tu lui mets une trompette, un sous-bassophone ou un orgue, il ne va pas pouvoir sortir un son. Mais un truc désaccordé, oui. Son corps, taper sur son corps, oui. Taper sur de l'eau, oui. Là, tout d'un coup, il va trouver un plaisir musical totalement enfantin et spontané. Et encore une fois, ça fait partie du personnage, cette liberté-là qui se prend de temps en temps, parce qu'il ne peut pas faire autrement, quoi. D'ailleurs, Delphine Mantoulé, qui avait fait des classes d'écriture, qui la composition de la musique de film de manière plus dans l'orchestration. Il y a cette idée de désapprendre avec Tony, j'ai l'impression, vraiment de casser la science de l'orchestration pour aller vers quelque chose de plus sauvage. Ah bah oui, avec Tony, de toute façon, dès que c'est trop classique ou trop écrit, il y a une volonté de sortir du cadre. Qui est tangible au moment où justement tu perds l'équilibre pour créer en fait des nouvelles sensations, émotions musicales, et aller vers un lieu où tu sais pas du tout où tu t'aventures, et tout d'un coup tu trouves un peu comme un moment suspendu, une espèce de grâce à laquelle Tony t'amène sur une nouvelle vision, même une interprétation de l'émotion musicale que tu as, et du coup tu ouvres des portes sur quelque chose que tu connaissais pas, et c'est ça qui est génial dans le travail avec Tony en fait, et c'est ce qui m'a demandé
à chaque fois. Et moi, je savais que je savais pas où j'allais. Mais voilà, fallait se lâcher comme une expérience de vie et d'émotion musicale et de réinterprétation et du langage de la musique qui nous parle corporellement. Tony Gatliff, j'ai l'impression dans votre cinéma, c'est ce que j'aime, c'est l'hybridation dans la musique. C'est-à-dire que vous convoquez des profils très variés. Et donc Arthur H, mais aussi Fiona Mombé, qui vient de chef d'orchestre, violoniste. Dans votre cinéma, c'est se faire rencontrer comme ça des personnages qui ne se seraient pas rencontrés en dehors, j'ai l'impression. Oui, mais c'est des sons. Et tous ceux qui sont avec nous, c'est des sons qui ont été choisis par moi, un désir de les entendre d'abord avant de les filmer. Mettre du violon, disons, avec la flûte, ça me plaisait. Parce qu'il y a deux sons. Et donc, Fiona Mombé, c'est des sons. C'est pas du tout une violoniste lambda. Il y a quelque chose derrière. Parce que j'aime beaucoup, elle a travaillé avec Didier Lecoude en improvisation. Parce que Didier Lecoude, c'était le champion de l'improvisation. Fiona était au conservatoire, elle a travaillé beaucoup avec Didier Lecoude, elle a travaillé avec la musique, évidemment, la musique zigane, la musique de l'Est, avec la musique irlandaise. Moi, j'aime beaucoup la musique irlandaise. Quand j'étais jeune, j'écoutais dans une chambre, une petite pièce où je vivais, sans argent, et j'écoutais sans cesse les Dubliners. Et ça me plaisait tout seul, alors que j'aime écouter la musique gitane. C'était à l'époque de Paco de Lucia, à l'époque des grandes voix flamenco, comme Chocolate, et tout ça que j'aimais. La musique indienne, j'aimais bien. Et j'aimais ce Dubliners tout seul dans ma chambre, en mangeant tout seul. Je voulais filmer dans un lieu des sonorités différentes. Évidemment, et les personnages sont formidables. Moi, j'aime beaucoup filmer Arthur. Je trouve Arthur, pour moi, je l'ai choisi pour la voix et aussi, c'est un homme très juste. Il n'y a pas de faux dedans. Et Fiona, quand elle joue, j'adore quand elle joue, comme elle bouge devant l'écran ou devant le concert, devant les gens. Elle est traversée par la musique. D'ailleurs, la question du juste et du faux en musique, c'est aussi par rapport aux acteurs. Arthur H, dont c'est le premier vraiment rôle au cinéma, je le trouve très très juste. Et au contraire, un acteur très professionnel comme Mathieu Amalric, vous avez cherché à le faire jouer faux, j'ai l'impression. Amalric, c'est un acteur désaccordé. Et j'adore. Moi, j'aime beaucoup les acteurs désaccordés. C'est ce que je cherche chez un acteur professionnel. C'est de lui faire perdre pied. Tant qu'il ne perd pas pied, il est bien assis. Il a bien mangé, il habite bien dans sa petite maison, et tout ça. Donc, quand il joue, il y a tout ça qui rentre en jeu. Un acteur qui perd pied, c'est un peu comme un zigane. Un zigane avec son violon accroché au mur, qui ne bouge pas au mur pendant 6 mois, et après, il le décroche pour aller jouer. Je pense qu'il l'accorde à peine. Alors que le violon est déglingué, parce qu'il y a la cuisine à côté, il y a la vapeur et tout ça, et le violon est accroché au mur. Il est même pas dans la boîte. Mathieu, dans le film, il est comme un zigane, comme désaccordé. Il y a toujours l'idée de sortir d'un certain confort, et notamment d'un confort musical, par des confrontations, des dissonances, et le personnage d'Arthur évoque l'idée du contretemps. Ouais, dans le contretemps, ça c'est très beau, cette pas analyse, mais disons cette vue de la musique zigane, quand il dit le contretemps, c'est quand tout le monde reste à genoux et il y a juste une personne qui se lève. Donc c'est vraiment une affirmation de soi, et sortir aussi de la norme, du cadre. Je pense que ça faisait pas trop peur aux gitans et aux tziganes en général, parce que c'était leur vie qui était tout simplement déjà totalement en dehors de toute norme sociale possible, imaginable. Puis dans la musique, aussi, faut dire, dans la musique noire aussi, musique gitane, la musique gitane, enfin, qui vient de la musique indienne, il y a ce côté de pulsion là qui est en l'air, qui est assez ternaire quand même.
Même quand elle est binaire, elle a quand même un côté ternaire. Elle se balade. S'il y a quelque chose aussi de l'ordre du cycle cosmique, aussi temporel, comme dans la musique indienne, des résonances vraiment très fortes avec la nature, avec quelque chose qui est pas du tout normé, quoi. Qui est très vraiment organique. Et nous, en tant que spectateurs, c'est peut-être pour ça qu'elle nous fait du bien, cette musique. C'est pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui parle plus le langage du corps, le langage des cellules, qui résonne plus qu'une musique plus carrée, quoi. Et concernant la composition, donc, il y a à la fois des musiques préexistantes, donc des chansons que vous avez ressorties de vos boîtes. Quelle a été la partie choisie au scénario, la partie trouvée sur le tournage, ressortie sur le tournage, et puis ensuite comment ces musiques-là préexistantes sont confrontées à des nouvelles musiques, et à quel moment ces nouvelles musiques ont été composées? J'ai l'impression qu'évidemment il les fallait pour le tournage. C'est des musiques que j'ai fait ressurgir, et le fait de les faire ressurgir, c'est pas par hasard, c'est pas les réécouter, c'est les ressurgir. Et le fait de les ressurgir, il y a quelque chose dans le mot ressurgir. C'est comme un lion, quoi, qui surgit comme ça. Ben, c'est ça, cette musique-là que j'ai ressurgie, elle avait quelque chose de fort, très très fort. Comme toutes les musiques, comme même Shorba, qui chante, que j'ai enregistré en Transylvanie avant 2004, je crois. Et c'est le Sandro Shorba, et il a une voix de blues, de flamenco aussi en même temps. Et c'est formidable comment il enroule les paroles. Et donc voilà, donc c'est le côté de ressurgir, c'est un côté agréable. C'est vraiment comme au cirque. C'est des musiques qui sont qui hennissent. C'est un peu comme l'incursion du documentaire dans votre cinéma. C'est à un moment donné, le van passe sur une route et on a les chanteurs de rue qui sont là et hop, il y a comme une pause dans la narration où on est là pour juste les voir chanter. J'avais dit à toute l'équipe, parce que toute l'équipe est la script, chef opérateur, et ils ont une grammaire du cinéma. Et ils bougent pas de la grammaire du cinéma. Et ils me disaient, mais Tony, tu ne fais pas de plan d'ensemble. On voit pas le van filer tout seul sur la route. Et j'ai dit, mais attends, et qui le regarde, le van? Il n'y a personne qui le regarde. Et qui le sent qui passe? Personne. Alors donc là, nous, la caméra ne sort pas du van. Elle est pratiquement jamais sortie du van. C'est ce que Ange sent, parce que quand il conduit, il voit aucun paysage. Il fait pas « Oh, que c'est beau là-bas. Oh tiens, là-bas aussi. » C'est pas un promeneur. C'est quelqu'un qui vit quelque chose. Et les musiciens de rue, ils ne les voient pas. C'est comme si c'était une projection mentale. Mentale. Et bien sûr que jamais... Et les musiciens sont sur le bord de la route. Ils sont 5-6. Et donc le van passe comme ça. Jamais ils lèvent ils n'ont pas peur. Et puis jamais ils lèvent les yeux en faisant « Oh, que c'est ce mec ?» Eh ben non, et eux aussi, c'est rien. Il y a quelque chose qui... Un ange passe. C'est le mot. Quand on dit « un ange passe », il y a tellement de bruit pour d'un coup tout s'arrête. On n'entend plus rien. Et là qu'on entend l'ange qui passe. Et le travail de la musique originale, quelle était-elle, celle-ci, différente des musiques préexistantes, un autre rôle plus narratif, plus liant dans le film. Comment vous avez attribué les différentes compositions, vous-même, avec Delphine, Fiona et Arthur. Voilà, comment vraiment ce travail de musique sur mesure est intervenu? Fiona, je l'ai vue, je la connais depuis qu'elle a 14 ans, 15 ans. Je l'ai vue à la salle Playel, avec Didier Lecourt d'ailleurs. Et je lui ai expliqué ce que je vais faire, comment je vais filmer la musique. Et donc je lui disais que voilà, la rencontre d'un homme, un copain du personnage principal, qui est un mec fou de musique et qui est un mec fou de tout. Et qui veut faire une fête énorme à la fin du film. Hein. Et je veux qu'on fasse cette fête. Mais il ne faut pas que ça soit une fête bang, bang,
une fête de dingue. Et donc j'ai vu là, voilà, je t'explique, la table est là, et lui monte sur la table, et il donne le la. Il dit aux musiciens, jouez-nous un air sombre et large où se noient et plongent nos âmes. Et là où se noient et plongent nos âmes, c'est pas que de la musique, c'est le style de la musique. C'est une musique qui se joue à 5 heures du matin au fin fond d'un bar en Roumanie, au fin fond d'un bar, d'un tabla à Grenade, une fois que tout le monde est dormi, sont rendormis, et aussi une doïna en Roumanie. Et donc Fiona Bombay, chef d'orchestre, violoniste, on l'a dit, et donc aussi compositrice. Quelle partie a ce travail de compositrice dans vos différentes activités, et notamment le travail avec Tony sur ce film qui, j'imagine, est unique? Déjà, ça fait effectivement longtemps qu'on se connaît, donc je crois qu'on se comprend bien. Il a une intuition phénoménale. Qui donne énormément de directives dès le départ sur, par exemple, on parlait du son. Donc moi tout de suite on m'a dit j'entends un violon, j'entends une flûte, j'entends un cymbalum peut-être, comment on fait rencontrer ces instruments-là mais avec différents styles, etc. Donc on cherche ensemble et là c'est tout d'un coup les choses commencent à s'éclaircir un peu. Okay, qu'est-ce qu'on fait rencontrer l'Irlande avec la Roumanie, comment on fait ça dans un bar qui va prendre feu? Et en fait, ça devient tout d'un coup une scène phénoménale du film. Et il faut savoir qu'au-delà de cette intuition, en fait, Tony, c'est un chef d'orchestre sans partition. La partition, c'est lui. Et c'est une partition qui n'est pas de notes, mais d'énergie et d'impulsion. Et qu'il arrive complètement à transmettre avec son regard, ses gestes, etc. Et quand on joue la scène du film, cette dernière scène du film, on est dirigé. Tony est derrière la caméra en train de diriger comme un chef d'orchestre. Et c'est ça qui amène une espèce d'énergie de dingue qui, je crois, est propre à toutes les musiques des BO de Tony. C'est cette énergie qu'on n'a pas dans toutes les musiques tziganes, mais dans celle-là qu'on est en train de jouer, ou les musiques originales, etc. C'est comment il amène l'énergie aussi loin. Et ça, c'est très impressionnant, parce que quand on est joué, on est complètement porté. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué encore une fois sur ce tournage, quoi. Oui, Tony Gatliff, réalisateur de films, mais aussi réalisateur de musique. On peut plus dire ça, j'ai l'impression, dans ce qu'on vient d'entendre. Là, c'est l'idée du réalisateur de musique. Dans la composition de musique de film, Arthur H., comment ce travail de musique de film, quel regard vous avez sur cette activité-là ? Moi, j'ai juste composé un thème et en fait, ça m'est pas arrivé beaucoup dans ma vie, mais c'est un thème que j'ai entendu en rêve. Et quand je me suis réveillé, je l'avais toujours dans la tête, donc je l'ai joué. Et après une conversation avec Tony et Delphine, et j'avoue que dans ce film, il y a eu beaucoup de synchronicité. Pour moi, c'était vraiment quand même un bon signe qu'il y avait plein de choses un peu magiques qui se passaient, beaucoup de correspondances comme ça, synesthésiques, des synchronicités vraiment à foison, à l'appel, quoi. Et ça, c'était quelque chose de très naturel. Je rêve un thème, je joue. Et puis après, dans le film, il y a beaucoup de choses qui se sont faites un peu toutes seules. Au dernier moment, on ne devait pas le jouer. Évidemment, Tony, la journée, le dernier jour qu'il y a des musiciens, il me dit excuse-moi, on va pas pouvoir faire ton thème, on n'a pas le temps. Et puis finalement, on le fait. Et finalement, c'est dans le film. Les musiciens, ils étaient quand même assez épuisés le dernier jour. C'était très très intense pour vous. Il faisait très chaud, on était beaucoup dans une petite pièce.
Alors moi j'ai essayé de faire mon fameux style de air piano, connu mondialement, de faire sembler de jouer du piano dans l'air, avec des musiciens tziganes, les jeunes fondateurs du Taraf de Haïdouk, maintenant qui sont avec le temps mystérieusement devenus vieux, et qui n'ont pas trop l'habitude de faire du air piano, c'était pas leur truc à la base, donc c'était quand même assez complexe. Je voyais vraiment qu'ils étaient quand même assez largués là-dessus, avec beaucoup d'interrogations dans leur regard. Mais finalement, comme tu dis, Fiona, avec l'énergie de Tony aussi qui donne un truc, tout s'est mis en place et il y avait quelque chose qui s'est fait un peu tout seul. Donc c'est pas comme composer une musique, toi tu es tout seul tranquille chez toi, tu vois des images, et tu vois ce qui rentre en résonance. Là c'était vraiment dans l'énergie, dans le moment, dans une espèce aussi de quand même immense lâcher prise, tu vois, d'un truc qui émerge un peu avec sa propre énergie, tout en étant guidé évidemment par le réalisateur, mais sur un fil, avec tous ces musiciens très très différents qui finalement par magie s'accordent. Il y avait quand même une battle, musique irlandaise, musique roumaine, une vraie battle, hein. Il y avait dans le sens combat, tu vois, mais qui a pris. Et le Taraf de Haïdouk, c'est des musiciens absolument immenses, mais finalement, ils font ce qu'ils savent faire tout le temps, tu vois. Ils font jamais autre chose que ce qu'ils savent faire à la perfection, depuis qu'ils sont nés quasiment, tu vois. Donc là, ils étaient un peu déstabilisés, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire ça. Et toi, Fiona, elle était très très en contact avec eux visuellement, tu sais, on était très rapprochés. Et c'était un moment qu'on peut qualifier de magique, parce que cette musique, comme ça, nous a pris tous, et nous a envahis, et on ne pouvait pas lutter contre ça. Ce qui marche, en fin de compte, dans ça, c'est que quand il y a des musiciens qui se respectent, les tziganes, quand il y a un guitariste qui arrive, il sait faire que 3 notes, 3 accords, c'est pas grave, il les laisse venir et jouer avec eux avec 3 accords, mais parce tout d'un coup, il le respecte. Et comme il le respecte, il l'invite à travailler avec lui, de jouer. Mais il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de hauteur. Jamais un violoniste très à cheval sur les sons, jamais il accepterait qu'un mec qui fait que 3 accords vienne jouer avec lui. Il le regarde pas avec dédain, mais il le regarde avec mais quoi, qu'est-ce que tu fais toi là? Quand les gens se respectent, c'est pas de dire vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Vas-y, je te suis, ça veut dire ça. Et donc c'est pour ça que ça marche. Le récit du film se termine sur cette fête à Marco, et c'est à ce moment-là justement que toutes ces musiques originales se confrontent en quelque sorte. Et Delphine Mantoulé, on peut parler d'un tandem, Tony Gatliff, Delphine Mantoulé, en termes de musique de film, mais en fait c'est au-delà du tandem, parce que finalement c'est du partage aussi. Quel regard vous avez, Delphine Mantoulé, sur votre participation en tant que compositrice dans le cinéma de Tony, et dans ce partage avec d'autres compositeurs, compositrices, et puis la direction musicale de Tony? J'ai l'impression que vous êtes à une place de compositrice qui est assez unique dans le cinéma. Pour moi, c'est une immense chance, une façon, parce que Tony a une vision de la musique, donc j'ai énormément appris, énormément pu me repositionner, et puis de rencontrer tous ces grands musiciens et compositeurs, c'est un plaisir, parce que surtout c'est un patchwork de sensations et d'émotions qui traversent en fait tout ce que demande Tony, parce que là, particulièrement dans ce film-là, moi ce que j'ai adoré, c'est la façon dont il a travaillé le montage et malaxer la musique en
d'extraire l'essence, la matière qui traverse le cinéma et qui traverse l'image et qui te donne une espèce de réverbération en fait musicale de la lumière du cinéma qui est assez extraordinaire dans ce film-là, et notamment avec l'invention des clusters musicaux. Au départ, quand j'ai vu pour la première fois, c'est très osé quoi, de juxtaposer en fait des musiques en très peu de temps. Enfin, c'est des montages extraordinaires qui donnent cette vision et cette interprétation. Et dans ce film-là, il y a beaucoup de musiques qu'on avait faites depuis longtemps et qui sont réapparues et qui ont trouvé leur place en fait, comme si c'était tout un chemin qui arrivait jusque-là et qui devait être à ce moment-là, comme tu disais Arthur, magique en fait. C'est la synchronicité et tous ces éléments qui sont arrivés à cet instant. Moi, ce que j'aime beaucoup, quand un musicien ouvre la porte à un autre, ça veut dire quand tu lui amènes, il l'amène comme l'archer dans contrebasse, tu l'amènes à un autre pour jouer, j'adore ce moment où il ouvre la porte, il lui dit que c'est toi. Et ça se fait en un regard, un clin d'œil, un cil. Et la personne sait que c'est à lui après, ce qui lui ouvre. J'aime beaucoup quand les musiciens ouvrent en eux, ou leur donnent comme un jeu de ping-pong ou un jeu de tennis, et leur donnent la passe. Et dans le cinéma de Tony Gatlif, ce que j'aime bien, c'est cette démocratie musicale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune hiérarchie, non seulement entre les cultures et les styles, qu'entre un violon et un harmonica. C'est assez beau. Et Ange a des musiques dans sa tête, a des goûts musicaux. Est-ce que les goûts musicaux de Ange correspondent à peu près aux goûts musicaux d'Arthur H? Ouais, il y avait une interview de Thelonious Monk qui est vraiment tellement drôle parce que le journaliste lui dit vous aimez écouter toutes les musiques, parce que pour le journaliste il écoute que du jazz et des musiques noires. Monk il dit oui. Il dit mais vous écoutez même de la country, vous aimez la country music aussi? Monk il se retourne vers son copain, il n'a pas entendu ce que j'ai dit à Monk. Autrement il casse le truc, parce que quand on aime la musique, fatalement, à un moment, on aime toutes les musiques, quoi. On est traversé par toutes les musiques. Vraiment, toute musique est extraordinaire, en fait. Et même, il y a très longtemps, je jouais un exercice, des musiques que j'apprécie pas ou que je trouvais, je sais pas, vulgaires ou pas intéressantes. Je me disais, si jamais j'étais un extraterrestre qui débarquait sur la Terre maintenant et que j'écoutais cette musique, et comment je la trouverais? Et ben en fait, même des musiques bateaux deviendraient extraordinaires en fait. Si j'étais un extraterrestre qui venait sur Terre et qui découvrait la créativité humaine, quoi, la créativité musicale. Toute musique est intéressante, même si elle correspond pas toujours à nos goûts. Et aujourd'hui, il y a des musiques qui sont très normées et c'est que le début, parce que là, on vit le début de l'intelligence artificielle qui va composer de la musique au kilomètre, même si la musique au kilomètre, ça existe depuis longtemps, ça existe depuis les années 60, la musique au kilomètre. Mais maintenant, voilà, ça va être vraiment l'explosion de cette musique-là. Et je pense qu'on va devoir revenir à une musique très, très corporelle, très organique, très analogique. Et peut-être aussi qu'on va commencer à se couper de la musique américaine, qui par ailleurs est fantastique, hein, évidemment, mais qui est tellement bulldozer, tu vois, qui est tellement écrasante pour toutes les autres musiques, et qu'on va redécouvrir les merveilles de la musique européenne, qui sont notamment la musique tzigane, qui est, il faut le dire, une des plus belles musiques du monde, tu vois, des plus sophistiquées, des plus folles, des plus incroyables. Et la musique classique aussi, toutes ces musiques comme ça qui ont leur propre tempo, quoi, qui ont un tempo organique, vivant, fluctuant, la musique irlandaise bien sûr aussi. Tout ça c'est européen, c'est ce qu'on est, on peut comprendre ça hein, de l'intérieur. À vous entendre, je me dis que Tony Gatlif a eu la très bonne intuition de vous faire jouer un musicologue dans la manière dont vous avez parlé de la musique. Ouais. Et dans l'idée d'aimer toutes les musiques, il y a aussi la musique des sons. Et dans votre cinéma, le son est aussi une musique. Je me souviens dans Indignados, une canette de soda qui roule sur le bitume faisait une percussion. Et ici, il y a la grêle notamment. Oui, la grêle, c'est un hasard. Je vais être dehors. Et donc, dehors, j'accueille tout ce qui arrive. Et je dis toujours aux techniciens, bon, on n'a pas beaucoup d'argent, on a de quoi manger, on vous paye, tranquille, et le film est fait pour ça. Et par contre, on accueille tout ce qui arrive.
on tourne quoi qu'il arrive. Je fais ça tout le temps. Hein. À un moment, on était dans le van, Arthur il attendait au volant, et puis je vois derrière la vitre, derrière le pare-brise, des nuages noirs qui s'amassent, qui se ramassent comme ça, et je sentais qu'il allait se passer quelque chose, parce que c'était anormal, il y avait autant d'énergie. Et donc je sentais qu'il allait y avoir un orage, et ce que je voulais, que je rêve de filmer un éclair avec de la tempête, dans une fiction. Hein. Et donc je me dis, c'est peut-être le moment. Et je dis, attention, on va tourner dans 2 secondes, je dis moteur. Donc Arthur était au volant, il n'y a pas de problème, moteur, il m'avait fait l'actuel moteur. Et puis je dis, moteur, et puis on part. Et on était 10 à l'intérieur. Hein. On commence à tourner, même pas 10 secondes après, un nuage de grêle est tombé sur nous. Et là, c'est le hasard, et là, c'est magnifique. Là, c'est-à-dire n'importe quel organisme très intelligent de la météo ne prévoit pas la grêle. Jamais on pourra prévoir que la grêle va tomber. Et là, elle est tombée sur l'eau. Et là, j'aimais bien parce que ça m'intéressait, parce que là, je trouvais superbe. Il y avait de l'image et du son. Et ce qui est formidable, c'est que moi, j'étais concentré. Arthur a vu que je coupais pas. Et il a continué, parce que c'est vachement dur de conduire dans la grêle. Ça tombait, hein. Et donc il n'a pas bougé, il a pas, rien. Et donc il a continué. Moi, j'ai pas coupé. Et je trouvais ça génial. Et au fur et à mesure qu'elle tombait, je sentais que c'était comme du flamenco. J'entendais à nouveau les zapatiados du flamenco quand ils sont dingues. Alors, il y a Mario Maya, il y a aussi Israël Galban, quand il danse, c'est un peu comme ça, on a l'impression que c'est une volée de grêle. Ouais, chercher la musique dans le son. Ay, carambilla, con tanto llover. Ay, llover. Et puis le moment où la Caïta, elle a chanté à côté de cet arbre millénaire, là il y avait vraiment une tempête de vent autour qui était quand même très forte et qui était quasiment au point de nous empêcher de tourner parce que tout s'envolait, le vent puissant. Donc Tony a dit, mais démerdez-vous, foutez-lui des panneaux autour. Donc il y avait toute l'équipe qui portait toutes sortes de panneaux pour atténuer un peu le vent, des couvertures, des trucs, parce qu'il y avait vraiment des bourrasques qui étaient quand même très violentes. Mais moi j'ai trouvé ça extraordinaire ce moment, parce qu'il y avait une vraie analogie qu'on pouvait là voir comme ça de visu, entre ce temps de tempête, de bourrasques de vent, et la musique de flamenco, et le chant de la caïta, quoi, et de la guitare. Il y avait une proximité comme ça qui était très émouvante à voir, quoi. Parce qu'on voit que le flamenco, il y a un truc de tempête, de rage, comme, tu vois, que ça explose. L'ingénieur du son, avec qui je travaille depuis des années, il a coupé le vent devant la caïta, la bouche de la caïta, le vent sur le visage de la caïta, le vent était coupé avec les couvertures, mais l'arrière, le vent est resté derrière. Il passait derrière, donc il ne touchait pas le micro. Il ne touchait pas la voix de la caïta, parce que sinon c'était inécoutable. Et donc ça, c'est l'ingénieur de son. C'est la technique de l'ingénieur de son. Et ça donne une dimension un peu onirique aussi, quelque part. Dans quelle mesure les paroles ont été choisies aussi en fonction du récit? Et notamment, il y a la chanson L'Alléga, qui est un chant de révolte, qui est associé à la relation entre Ange et sa fille. Se ven che siamo donne, paura non abbiamo, per l'amor di nostri figli, per l'amor di nostri figli. Se ven che siamo donne, paura non abbiamo, per l'amor di nostri figli. In lega ci mettiamo, oli oli ola, la lega crescerà. E noi altri lavoratori, oli oli ola, la lega crescerà. Quand j'ai entendu André Mainvielle, j'avais envie de le filmer. Vraiment, j'avais envie de le filmer. Je trouvais formidable ce qu'il fait avec sa bouche. Il fait de la percussion, il fait du tambour méridional. Et donc j'avais envie de le filmer. Et quand j'ai écrit cette scène-là, je me suis dit, ce qui serait bien, c'est que
dans leur engueulade, quand ils font oui, Pierre qui roule d'un passe-mamousse, il y a Anguille sous roche. À ce moment-là, je vais faire aussi André Mainviel qui vient au milieu dans la parole, dans la voix et dans l'image. Et donc voilà. Et quand il est venu avec sa fille, c'est encore plus beau. Et dans quelle mesure, Arthur H, maintenant que vous avez travaillé avec Tony Gatliff sur ce film, ça va changer quelque chose en vous, dans votre parcours ensuite d'album? Est-ce que voilà, quelque chose va peut-être évoluer? Oui, ça donne oui, il y a quelque chose de l'ordre du désir qui est réveillé. Aujourd'hui, en plus, on se remet tellement en question parce que l'époque est vraiment sombre et il y a vraiment quelque chose de très normatif, là, très, très noir, très visqueux qui avance progressivement partout dans le monde. L'art n'a jamais... Malheureusement, c'est pas une espèce de force magique qui peut repousser le mal. Mais par contre, on a envie d'être plus vivant, quoi, d'être encore plus créatif, encore plus vivant, encore plus... pourquoi pas audacieux si on le peut. Donc ça nourrit le moteur du désir en tout cas. Peut-être que le cinéma, où il y a des coupes, des attentes souvent, donne une frustration aux musiciens de scène, peut-être l'envie de retrouver un public à ce moment-là. Ah oui, ça c'est sûr que c'est difficile d'être acteur, hein. Parce que tout le monde travaille toute la journée à fond, sauf les acteurs, qui passent les 3/4 de leur temps à attendre tout en étant disponibles. Donc c'est vrai que pour un musicien, c'est pas du tout confortable, même d'ailleurs pour un acteur en général, je pense que c'est quand même difficile à gérer. Un musicien, il est là et il attaque le piano, il a son instrument, c'est spontané comme art, c'est pas compliqué, c'est fluide, c'est immédiat, c'est direct. Le cinéma, il n'y a absolument rien de direct, après faut passer 3 mois, 4 mois à monter, mixer, sinon étalonner, sinon c'est pas visible. Donc c'est un art de l'attente, vraiment, le cinéma. Merci Tony Gatliff pour Ange qui sort le 25 juin, Delphine Mantoulé, Fiona Mombé, Arthur H. Merci. Merci à vous.